Bonjour et bienvenue sur Sobrecrate. Aujourd'hui, on va remonter très loin dans le temps chez un penseur qui a imaginé quelque chose de très proche de notre physique moderne. Ce penseur, Démocrite d'Abdère, on le résume souvent avec cette phrase. En réalité, les atomes et le vide. Mais derrière cette formule, presque brutalement simple, il y a tout un système, une conception matérialiste de la nature, une cosmologie des mondes multiples, une théorie de la perception, même une critique de la religion et une éthique du bonheur. Dans cet épisode, on va avancer point par point à travers ces différents aspects. Nous allons reprendre le découpage du livre de Pierre-Marie Morel intitulé Démocrite, fragments et témoignages, les atomes, l'âme, le bonheur, pour voir comment un grec du 5e siècle avant notre ère peut encore nous parler d'univers, de connaissances et de vie bonne. Commençons donc par le principe de la nature selon Démocrite qui est les atomes et le vide. Pour Démocrite, la réalité fondamentale est composée de deux choses indissociables. Les atomes, qu'il appelle aussi le plein, et le vide. Les atomes sont en nombre infini, indivisible, compact, solide, mais beaucoup trop petits pour être perçus par les sens. Ils diffèrent entre eux seulement par la forme, la taille et la disposition. Tout le reste, les couleurs, les odeurs, le chaud, le froid, n'est jamais que le résultat de leurs agencements. Ces atomes se déplacent dans un espace infini, le vide, sans lequel aucun mouvement ne serait possible. Le vide n'est pas un rien abstrait, c'est le lieu où les atomes circulent, se rencontrent, s'agrègent, se séparent. Pour répondre aux philosophes comme Parménide, qui niait le vide, et du coup le mouvement, Démocrite renverse la perspective. Puisque le mouvement existe, il faut bien admettre un vide dans lequel il se produit. Dans ce cas, rien ne naît ni ne disparaît absolument. Les atomes sont éternels, ingénérés et incorruptibles. Ce qui change, c'est uniquement la façon dont ils se combinent. La naissance d'un être vivant, la croissance d'un arbre, la destruction d'un objet ne sont rien d'autre que des réagencements d'atomes dans l'espace. Aristote résume bien cette idée. Pour les atomistes, tout changement se réduit à un changement de lieu. C'est ce qui permet à Démocrite d'affirmer ce fameux fragment par convention le chaud, par convention le froid, par convention le sucré, par convention la mer. En réalité, les atomes et le vide. Il ne s'agit pas d'un simple slogan matérialiste. C'est une thèse ontologique très forte. Les qualités sensibles n'existent que pour nous, dans la rencontre entre nos organes et certains arrangements atomiques. Ce qui est réellement, ce sont les structures invisibles. Du point de vue de la cosmologie, il admet la pluralité des mondes. Une fois qu'on accepte ces images d'atomes en mouvement dans un vide infini, la cosmologie de Démocrite se déploie assez naturellement, puisque l'univers n'est pas un grand tout ordonné une fois pour toutes, mais un champ infini dans lequel les atomes, en se heurtant et en tourbillonnant, finissent par former des mondes, des cosmoïs temporaires. Démocrite imagine que des agrégats d'atomes, par un mouvement circulaire, se resserrent, se condensent, et qu'à partir de ces tourbillons se constituent des systèmes cosmologiques, des mondes avec leurs astres, leurs terres, leurs soleils. Notre monde n'est donc pas unique. Démocrite affirme l'existence d'une infinité de mondes, certains semblables aux nôtres, d'autres totalement différents, avec d'autres organisations, d'autres sortes de vivants, de la même façon que notre monde est né d'un certain tourbillon d'atomes. Il est appelé à se défaire quand cette cohésion se rompra. Même les phénomènes astronomiques sont démythifiés. La Voie lactée est comprise comme un amas d'étoiles lointaines, une sorte de nuage lumineux, et le Soleil comme un corps de feu fait d'atomes en combustion, sans privilège divin. Démocrite propose ainsi un univers illimité, sans centre absolu, sans bord, rempli d'astres innombrables et de mondes multiples, soumis partout aux mêmes lois mécaniques. Mais dans ce cosmos d'atomes en mouvement, Démocrite insiste sur le rôle de la nécessité. Il pense que tout ce qui arrive a une cause, qu'aucun événement n'est littéralement sans raison. Pourtant, il y a dans son système de finalité au sens un but inscrit dans la nature. La pluie ne tombe pas pour faire pousser les récoltes, les êtres vivants ne sont pas faits pour l'homme et l'univers n'est pas construit pour être harmonieux. Le hasard chez lui n'est pas un principe mystérieux qui régnerait à côté de la nécessité. C'est plutôt le nom que nous donnons aux événements dont nous ne connaissons pas la chaîne des causes ou qui n'ont pas de fin assignable. La question importante pour Démocrite, c'est comment un cosmos relativement ordonné peut-il émerger de mouvements atomiques aveugles ? Pour l'expliquer, il fait appel à des analogies. Il imagine que, par exemple, comme les animaux d'une même espèce se regroupent, les atomes de forme similaire ont tendance à s'agréger. Ou encore que les mouvements répétés comme le ressac sur la plage ou un tamis finissent par trier et ordonner des éléments dispersés. L'ordre du monde est donc le résultat de tri et de regroupement sans intervention extérieure. Une sélection naturelle avant la lettre, mais sans finalité. Ce que nous appelons hasard est en réalité la manière dont la nécessité nous apparaît sous l'angle limité de notre ignorance.
La question du temps et du mouvement apparaît ici décisive. Pour Démocrite, le mouvement est premier. Les atomes ne sont jamais au repos, ils se meuvent de toute éternité, dans toutes les directions, dans le vide illimité. Ce mouvement n'a pas de début assignable, il n'y a pas de moment zéro où les atomes auraient été mis en branle par une cause extérieure. Le temps dans cette perspective n'est pas une réalité indépendante, un genre de contenant vide dans lequel se dérouleraient les événements. Il est plutôt le nom que nous donnons à l'ordre des mouvements et des changements. Dans les termes d'Aristote, les atomistes réduisent tout changement à un changement de lieu. Donc mesurer le temps, c'est mesurer des déplacements, la position des astres, le balancement d'un pendule. Si tout mouvement s'arrêtait, il n'y aurait plus rien à compter, plus de temps. Cette conception est cohérente avec le matérialisme de Démocrite. Pas de temps en soi, pas de temporalité mystique, seulement la succession des configurations atomiques. La permanence apparente du monde vient du fait que les atomes eux-mêmes restent tout en n'étant jamais dans les mêmes arrangements. De ce point de vue, l'astronomie démocritéenne apparaît comme un prolongement direct de l'atomisme. Les astres ne sont plus des dieux, ni des lanternes accrochées à une voûte solide. Le soleil, les étoiles, les planètes sont des amas de matière, des assemblages d'atomes en feu, qui se déplacent dans le vide selon les mêmes principes que tout le reste. La lumière n'est plus un effet magique, mais le résultat d'émissions de particules, de rayons, de flux matériels. La Voie lactée dans cette optique n'est qu'un regroupement d'étoiles trop lointaines, pour être distinguées individuellement à l'œil nu, une sorte de voile lumineux formé d'une multitude de sources. Quant à la Terre, Démocrite ne lui accorde pas le rôle d'un centre immobile du cosmos. Certaines sources le décrivent comme pensant la Terre sous la forme d'un cylindre plat entouré d'une couronne de feu. Modèle encore primitif certes, mais déjà très éloigné du géocentrisme aristotélicien, à des sphères cristallines. Ce qui compte, c'est l'idée générale. Le ciel n'est pas qualitativement différent de la Terre. Il n'y a pas deux régions du monde, l'une sublunaire, l'autre céleste. Partout, ce sont les mêmes atomes, les mêmes blocs, les mêmes lois. L'astronomie ici, pour Démocrite, dessine ainsi un univers continu, sans hiérarchie ontologique entre le bas et le haut. Pour ce qui est des mathématiques, Démocrite n'est pas seulement un physicien spéculatif. Il a aussi la réputation d'avoir été un bon mathématicien. La tradition lui attribue plusieurs traités de géométrie et de théorie des nombres. Un témoignage célèbre d'Archimède laisse entendre qu'il connaissait déjà le volume du cône et de la pyramide. Il n'en donne pas une démonstration axiomatique comme le fera plus tard Eudoxe, mais il raisonne intuitivement en imaginant le cône comme une pile de tranches de plus en plus fines. Ce qui est intéressant philosophiquement, c'est la manière dont ces mathématiques se branchent sur son atomisme. Les atomes chez Démocrite ont des formes, des dimensions, des rapports de position. Ils sont, en un sens, des entités géométriques matérialisées. La régularité du monde, ses proportions, ses symétries, s'expliquent par des configurations d'atomes soumises à des rapports mathématiques. On peut maintenant revenir sur les qualités sensibles, comme la couleur ou le goût, et voir comment Démocrite les explique dans le détail. Il développe pour cela la théorie des eidolas, qu'on traduit souvent par simulacre ou image. L'idée est que chaque objet émet en permanence des pellicules extrêmement fines d'atomes, qui conservent quelque chose de sa configuration. Ces simulacres se détachent de la surface des choses, traversent le vide et viennent frapper nos organes sensoriels. Les qualités sensibles ne sont rien d'autre que l'effet de ces flux d'atomes sur nos sens. La douceur, par exemple, correspondrait à certains types d'arrangements atomiques qui glissent de manière harmonieuse sur les organes du goût. De même pour les couleurs, ce que nous appelons rouge, bleu ou vert dépend de la manière dont les flux de particules lumineuses affectent l'œil. Les atomes en eux-mêmes n'ont aucune couleur. C'est pourquoi Démocrite peut dire que le chaud, le froid, le sucré ou l'amer sont par convention. Ce sont des manières humaines de ressentir les chocs atomiques, pas des propriétés inscrites dans la structure du réel. La perception pour Démocrite n'est donc pas un contact direct avec les choses, mais un processus médiatisé par ces simulacres. Lorsque nous voyons un objet, ce n'est pas l'objet lui-même qui pénètre dans nos yeux, mais une série d'images matérielles qui en reproduisent la forme. Ce flux d'images frappe l'organe, le met en mouvement, et c'est cette modification du corps qui produit la sensation. De la même manière, quand nous touchons, sentons ou goûtons, ce sont des rencontres d'atomes spécifiques, des pellicules, des rayons, des particules avec nos nerfs et notre chair. Cette théorie permet même d'expliquer à sa manière les rêves et certaines illusions. Si des simulacres continuent de flotter dans l'air, ou si des traces d'images persistent dans notre corps, il n'est pas étonnant qu'en l'absence de stimulation extérieure, la perception se rallume de l'intérieur. Le rêve devient donc une sorte de perception sans objet immédiat. On comprend ainsi pourquoi Démocrite se méfie des sens. Tout est affaire de médiation.
Nous n'avons jamais accès au réel tel qu'il est, mais seulement aux effets que produisent les simulacres sur notre organisme. D'où son insistance à distinguer la connaissance sensible de la connaissance rationnelle. Mais Démocrite s'intéresse aussi aux êtres vivants. Il ne change pas de registre, il reste fidèle à son atomisme. La vie pour lui n'est pas un souffle mystérieux ajouté à la matière, mais une certaine organisation d'atomes. Il n'exclut pas l'idée de génération spontanée pour les formes de vie simples. Dans certaines conditions de milieu, des assemblages atomiques peuvent donner naissance à des organismes. De manière générale, les plantes, les animaux, les hommes sont des combinaisons d'atomes qui remplissent des fonctions déterminées. La reproduction, par exemple, s'explique par des mécanismes physiques. Aristote rapporte que Démocrite pensait que toutes les parties du corps contribuaient à la semence. Les traits d'un enfant résultent alors de la proportion relative des atomes provenant du père et de la mère. La respiration, elle, sert à entretenir la chaleur vitale. Il n'y a pas de principe vital immatériel. Les phénomènes biologiques sont compris comme des échanges et des circulations de matière, des réagencements d'atomes de feu dans la trame du corps. Mais qu'en est-il de la nature de l'âme ? Eh bien, la psyché est matérielle. L'âme, ou psyché, dans ce texte, n'échappe pas à la réduction matérialiste. Démocrite la définit comme un assemblage particulier d'atomes. Des atomes sphériques très mobiles, capables de mettre le corps en mouvement. Ces atomes de l'âme sont partout dans le corps, mais particulièrement concentrés dans les zones qui commandent le mouvement et la pensée. La chaleur du vivant est le signe de cette agitation. Un corps qui se refroidit est un corps dont les atomes d'âme se dispersent. La pensée elle-même n'est qu'un effet de certains mouvements physiques dans l'âme et le corps. Il n'y a pas pour Démocrite de moi immatériel qui surviendrait à la destruction du corps. Lorsque la structure se défait, les atomes se dispersent dans le vide. L'âme disparaît. C'est pourquoi on a pu dire qu'il meurt dans sa tombe. Pas d'immortalité, pas de jugement dernier, pas de survie individuelle. Cette thèse est radicale pour le monde grec, où beaucoup de courants philosophiques et religieux valorisent la séparation de l'âme et du corps. Chez Démocrite, l'âme est une matière très fine, mais une matière tout de même. Sur cette base, Démocrite propose par la suite une hiérarchie des formes de connaissance. La première, celle que nous pratiquons spontanément, la connaissance sensible, c'est-à-dire ce que nous voyons, entendons, goûtons. Il la juge bâtarde, obscure, parce qu'elle dépend des conditions du corps, de la position de l'observateur. Une même chose peut nous paraître chaude ou froide, agréable ou désagréable, selon l'état dans lequel nous nous trouvons. Elle est utile pour survivre, mais pas suffisante pour connaître la structure réelle du monde. Au-dessus, il y a la connaissance légitime, celle de l'intelligence. Elle ne se contente pas des apparences, elle cherche à saisir ce qui ne se voit pas, les atomes, le vide ou des rapports géométriques. C'est une connaissance qui corrige, rectifie, parfois contredit ce que disent les sens. Démocrite a une conscience aiguë de nos limites. Il affirme que la vérité est au fond du puits. Mais ce n'est pas un scepticisme désespéré. C'est une invitation à déplacer notre confiance des données immédiates de la perception vers le travail de la raison. De tout ceci résulte une véritable théorie des dieux et une véritable critique de la religion. La théorie des simulacres lui sert à relire la religion. Pour Démocrite, les dieux tels que les hommes se les représentent ne sont rien d'autre que des images, des fantômes d'atomes auxquels la tradition a attribué des noms ou des récits. Les visions ou les rêves qui ont nourri les mythes ne seraient que des rencontres avec de grands simulacres flottant dans l'air. Les attributs des dieux, l'immortalité, la puissance, la sagesse, expriment essentiellement nos désirs et nos peurs. Démocrite ne passe pas forcément tout son temps à dire que les dieux n'existent pas, mais il les met hors jeu dans l'explication du monde. L'univers se suffit à lui-même. Les atomes et le vide, plus la nécessité de leur mouvement, suffisent à rendre compte des phénomènes. Les dieux, s'il en existe, n'interviennent pas dans les affaires humaines, ne récompensent ni ne punissent. La piété traditionnelle apparaît alors comme une forme de peur et d'ignorance. À la place, Démocrite propose une sagesse sans théologie. Comprendre la nature et trouver une manière de vivre ajustée à ce qu'elle est. Dans un monde sans providence et sans survie de l'âme, la question éthique prend une couleur particulière. Pour Démocrite, le bonheur ne relève pas d'une récompense divine, ni d'un destin privilégié, mais d'un certain état d'âme qu'il appelle euthymia, la bonne disposition de l'esprit. C'est un mélange de tranquillité, de stabilité, d'absence de trouble, une joie calme, loin des excès de la passion. L'image est souvent celle d'une mer ou d'un lac paisible qui reflète le ciel sans être constamment agité. Pour atteindre cet état, Démocrite insiste sur la maîtrise de soi et la mesure. Il faut apprendre à limiter ses désirs et ne pas s'arracher à des biens qui dépendent entièrement du hasard ou des circonstances. La vertu ici n'est pas une obéissance à une loi divine, mais une forme d'intelligence de notre condition matérielle. Savoir ce que nous pouvons réellement, ce qui dépend de nous, et ajuster nos attentes au réel.
L'éducation et la culture jouent un rôle central. L'enseignement transforme l'âme presque comme le ferait la nature elle-même, en orientant nos habitudes, nos plaisirs, nos jugements. La morale démocritéenne est une éthique de la lucidité, accepter que nous ne sommes qu'assemblage d'atomes dans un univers sans but, mais chercher à l'intérieur de ce cadre une vie sobre, joyeuse et apaisée. Si on prend du recul, le système de Démocrite dessine quelque chose de très cohérent. Un univers composé uniquement d'atomes et de vide, sans intention, sans providence. Des phénomènes naturels et humains expliqués mécaniquement. Des dieux mis à distance. Une connaissance rationnelle qui essaye de corriger a posteriori les illusions de sens. Et au bout, une sagesse qui vise non pas l'éternité de l'âme, mais la tranquillité d'un être mortel. Sa pensée anticipe des intuitions de la science, tout en posant une question très contemporaine. Comment vivre heureux dans un monde qui n'est pas fait pour nous? Merci d'avoir écouté Sobrecrate. Si cette plongée dans la philosophie de Démocrite d'Abdère vous a intéressé, n'hésitez pas à parler de l'épisode. On se retrouve très bientôt pour expliquer un autre tournant de l'histoire de la pensée. Au revoir.